Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Intégrer son projet professionnel à son projet de vie et non l'inverse, c'est la clé. Marina Bourgeois en est convaincue. Elle est la fondatrice du cabinet Oser rêver sa carrière, le cabinet français de référence en transition de carrière, repositionnement et épuisement professionnel. Marina est également auteure des livres Trouver sa voie et Burnout, le comprendre et en sortir. Après une carrière de presque 15 ans dans le secteur juridique, Marina accompagne au quotidien avec son équipe des femmes et des hommes en questionnement et ou en épuisement professionnel souhaitant bâtir la carrière et plus largement la vie qui leur ressemble. Que ce soit avec un atelier de 3 heures, trouver son ikigai ou encore construire son projet de vie idéal et ou avec des accompagnements de 3 mois, bilan de carrière, bilan de compétences, épuisement professionnel ou reconversion entrepreneuriale, Oser rêver sa carrière saura vous accompagner dans votre processus de reconversion, peu importe où vous en êtes, de la phase d'introspection jusqu'à l'arrivée dans votre nouvelle voie professionnelle. Vous êtes en poste mais vous n'êtes plus épanoui, vous ne savez pas comment faire pour en changer, ni quelle voie prendre, vous avez plein d'idées que vous ne parvenez pas à démêler, vous avez quitté votre poste et vous avez besoin de soutien, vous avez vécu un burn-out, découvrez tous les accompagnements possibles d'Oser rêver sa carrière sur www.oser-rêver-sa-carrière.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Virginie Legrand. Après avoir été professeure de lettres au lycée pendant 18 ans, Virginie est devenue chef à domicile. Très bonne élève et passionnée de livres, Virginie devient professeure de français et allemand au lycée. C'est une véritable vocation pour elle, elle souhaite transmettre son savoir aux enfants. Virginie enseignera pendant 18 ans, jusqu'au jour où on lui propose de devenir directrice d'une école privée et que le projet est finalement avorté alors qu'elle a déjà démissionné. Hyperactive comme elle le dit, Virginie y voit un signe et décide de renouer avec sa passion depuis toujours, la gastronomie. Cette passion transmise par son père n'était jusqu'alors qu'un hobby le week-end. Sur un coup de tête, Virginie décide alors de lancer son entreprise et de proposer ses services de chef à domicile. Aujourd'hui, Virginie est chef à domicile à Paris depuis déjà 10 ans. Avec son entreprise comme unique passion, elle propose également des ateliers et événements culinaires aux particuliers et aux entreprises. Elle partage sa passion en recevant des invités autour de la gastronomie dans son podcast Passion sans modération. Alors avec Virginie, on a évoqué sa carrière d'enseignante, les hauts et les bas du métier de prof, comment elle a lancé son entreprise alors qu'elle ne connaissait personne dans le monde de l'entrepreneuriat, comment elle a eu l'idée de devenir chef à domicile il y a 10 ans alors que personne ne connaissait ce métier, comment elle utilise aujourd'hui LinkedIn où elle est suivie par plus de 30 000 abonnés pour trouver ses clients, mais aussi de son ambition et de ses rêves pour l'avenir. Une conversation à la limite de la psychanalyse, vous allez le voir. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Virginie. Bonjour Virginie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire Virose, merci de m'accueillir, je suis ravie également. Alors, est-ce que tu peux te présenter où tu vis, ce que tu fais actuellement, un petit peu une petite présentation pour les auditeurs qui n'auraient pas accès à la version filmée sur YouTube? Alors, je m'appelle Virginie Legrand, j'ai 42 ans, j'habite dans les Yvelines et je suis depuis 10 ans chef à domicile, c'est-à-dire que j'organise des événements privés à domicile chez les gens. Alors, tu as vraiment une toute autre carrière avant, un peu plus conventionnelle, avec d'ailleurs pas mal d'a priori sur ce métier. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant? Alors, pendant 12 ans, j'ai été enseignante, donc j'enseignais les lettres et l'allemand. Et effectivement, en 2013, j'ai eu envie d'avoir une deuxième chance professionnelle et de me lancer dans la gastronomie, qui était une vraie passion
Et comment ça t'était venu alors de devenir prof? Alors du coup, tu étais prof au lycée. Comment ça t'est venu? Est-ce que c'était tes parents? Est-ce que tu avais d'autres profs dans ta famille? Un peu, d'où ça te venait, cette idée d'enseigner? Ah bah, c'est tout simplement parce que j'ai eu un excellent prof qui m'a donné envie d'être de son côté. Du coup, j'ai fait des études j'ai fait une maîtrise de germanistique. Ensuite, j'ai eu une équivalence en lettres et j'ai enseigné du coup pendant 12 ans à des élèves que j'adorais et que j'aimais beaucoup tirer vers le haut. Mais à un moment, j'ai eu envie d'un nouveau souffle à plus de 32 ans. Donc c'était déjà un métier passion? C'était une vraie vocation? Oui, je faisais partie de ces enseignants qui s'engageaient corps et âme dans leur vocation et c'est vrai que ça se passait très très bien, sauf qu'à un moment j'ai eu un projet en fait qui a avorté et qui m'a fait me retrouver un petit peu sur le carreau, on va dire, et ça a été l'occasion pour moi de me retrouver à la croisée des chemins et de me dire finalement est-ce que je pourrais pas faire autre chose autrement dans une toute autre voie, une toute autre sphère professionnelle, et du coup je me suis lancée en décembre 2013, ça va bientôt faire 10 ans, le 26. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu penses à une autre reconversion? Parce qu'il y en a qui se reconvertissent comme ça tous les 10 ans, ou non, c'est bon, tu penses que t'as Alors, trouvé? je pense que j'ai trouvé ma voie, vraiment. Celle qui me fait me sentir alignée. Et alors, parce que nous, on a beaucoup d'auditeurs qui voudraient être profs. On a eu l'occasion de faire un petit sondage lors du mois de la reconversion qu'on a fait en novembre. Et c'est assez intéressant parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retours d'auditeurs qui ont envie de devenir professeurs. Donc, est-ce que tu peux nous présenter peut-être un petit peu les avantages et les inconvénients, toi qui l'as expérimenté pendant 10 ans? C'est très drôle parce que j'ai aussi des clients qui font des reconversions pour devenir enseignants. Donc, ça m'étonne pas. Alors, c'est un très joli métier. C'est un métier qui a vraiment du sens. C'est un métier où on porte les autres et un métier vraiment de transmission. Donc, quand on a une matière qui nous tient à cœur, c'est très important d'aller vers l'autre. Il faut avoir un vrai élan, il faut avoir une vraie envie de partager, de transmettre. C'est un métier qui est difficile parce que de plus en plus, les enfants sont quand même durs. Il y a un rapport à l'autorité qui est un petit peu biaisé, mais c'est un métier qui te permet vraiment de t'épanouir. Et le vrai avantage dont je me rends compte aujourd'hui, ce sont quand même les vacances, mine de rien, et le rythme qui est quand même un petit peu plus simple que le rythme d'entrepreneur. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais un très joli rapport avec les enfants, avec les parents, avec mes collègues. Et quand on tombe dans une équipe qui est soudée, on peut déplacer des montagnes pour les enfants parce que la priorité, c'est les enfants. Tu choisis ou pas pour être professeur au collège ou au lycée? Comment ça se passe? Alors, moi, je suis encore plus atypique parce qu'en fait, j'ai passé le CAPES et la grecque que je n'ai pas eu. Donc, du coup, moi, j'ai tapé à la porte des écoles privées hors contrat. Et dans ces cas-là, on rentre comme un salarié, en fait. Et je crois que j'ai passé un entretien d'embauche beaucoup plus pointu que ceux qui rentrent dans l'éducation nationale. Et après, en fait, c'est les chefs d'établissement qui te donnent, qui t'aiguillent, qui te disent, voilà, est-ce que tu préférais telle classe, telle classe? C'est en fonction des effectifs, c'est en fonction de l'équipe. Là, c'est vrai que je crois que depuis 10 ans, ça a beaucoup bougé, qu'il y a un énorme problème de recrutement. Il y a un manque, il y a une vraie défaillance. Et toi, t'as senti au bout d'un moment que t'avais un petit peu une désillusion du métier, que c'était de plus en plus difficile? Comment tu l'as vécu? Alors moi, je suis jamais passée par cette phase-là. En fait, je dis toujours que ma reconversion n'est pas une reconversion en réaction à quelque chose, à une impression négative. Ça a été plus une reconversion en réaction à un élan positif qui a été plus fort. Donc, je ne suis pas partie de l'enseignement parce que je n'aimais plus. Je suis juste partie de l'enseignement parce que je voulais être dans la gastronomie. Donc, c'est vraiment différent. Moi, j'ai eu quelques affrontements avec les enfants, quelques affrontements avec les parents qui en demandaient toujours plus. Mais de manière générale, à 85%, j'arrivais à faire mon job correctement, mais avec beaucoup, beaucoup d'énergie et d'implication et de travail. Ça, c'est hyper important. Oui, alors, donc parce que pour la petite histoire, donc tu avais été associée à un nouveau projet d'école privée Oui, et finalement, ça ne s'est pas fait. exactement. Et donc, c'est là où tu as eu le déclic. Comment ça s'est passé dans ta tête? Écoute, ça a été très, très vite. C'était vraiment une petite voix, un instinct, quelque chose qui était sûrement là en moi depuis longtemps. Et il y a eu un cadeau du ciel qui s'est fait. Et finalement, j'ai réussi à transposer cette expérience négative où finalement, voilà, moi, j'ai quitté mon poste en fait en juin 2013. J'ai donné ma démission parce que j'étais pas fonctionnaire. J'ai donné ma démission en disant voilà, je vais sur un autre projet en septembre. Donc, l'épreuve, c'est toujours de septembre à juin. Et c'était pour être prof aussi ou... En fait, c'était directrice d'école. On me Ah proposait oui, la d'accord. direction d'une école et je me disais, bon, à plus de 10 ans, c'est un peu la suite logique
de créer moi-même mes projets, d'avoir moi-même mon équipe. Enfin voilà, c'est là encore diriger un petit peu plus, driver. Je sentais que j'avais besoin de ça, que j'étais de cette personnalité-là. Et en fait, j'ai commencé pendant 1 mois, 2 mois, et en octobre, en fait, le conseil d'administration, c'était des parents, enfin, c'était un peu compliqué. Et ils m'ont dit, écoute Virginie, on adore ce qu'on fait, mais l'école est en redressement judiciaire, tu ne le savais pas, on ne peut pas te garder car il n'y a pas d'argent. Donc là, je me suis dit, bon, je vais attendre le mois de septembre prochain. Un chef d'établissement acceptait de me reprendre. Il avait recruté quelqu'un pour me remplacer, mais c'était un vacataire. Donc, il m'a dit, écoute, tu restes chez toi toute l'année, tu as les allocations chômage. En soi, financièrement, il n'y avait pas de souci. Sauf que, bon, pour les gens qui me suivent, je suis une hyperactive boulimique et que je pouvais pas rester sur un canapé à attendre le mois de septembre d'après. Et je me suis dit, c'est l'occasion de créer. C'est l'occasion d'être entrepreneur, c'est l'occasion de faire peut-être quelque chose qui me correspond plus dans ma manière d'appréhender les choses et ma vie professionnelle. Est-ce que tu penses que c'était à l'origine un projet pour toi pour attendre un peu pour passer le temps jusqu'à septembre prochain qui a finalement pris plus d'envergure ou directement tu t'es dit Non, j'ai senti tout de suite que c'était pas du tout quelque chose de transitoire. Je savais que c'était vraiment... D'ailleurs, je le dis souvent, beaucoup les reconvertis parlent de renaissance. Moi, je suis une des seules à dire que c'est une naissance, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais être la vraie Virginie. Voilà. Ce projet entrepreneurial autour de la cuisine. Et quelle était la différence? Parce que à l'origine, c'était quand même une vocation pour toi. C'était pas la profession que tes parents t'avaient imposée. Donc, comment tu l'expliques un peu C'est un petit peu psychanalytique, là, ce que tu dis, mais c'est très, très bien. Je pense que le rôle de mes parents a été peut-être de me cadrer dans quelque chose de très conventionnel. Donc, ils m'ont pas dit, je veux que tu sois médecin, avocat ou prof, qui sont les trois, en général, les trois professions un peu classiques. Mais j'ai dû être élevée dans quelque chose de très codifié, le prof, il est là, c'est structuré, c'est hebdomadaire, c'est quelque chose d'assez dogmé, en fait. Ouais, sécurisé un peu. Et oui, ouais, cette idée de confort aussi, parce qu'autour de moi, personne n'était entrepreneur, et du coup, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était forcément quelque chose d'insécure, d'inconfortable, voire même de dangereux, en fait, pour l'équilibre personnel et professionnel. Et en fait, je pense que à ce moment-là, ça a été l'occasion de dire, allez, basta, je brise tout ça, je lève toutes ces inhibitions que j'ai en moi, qu'on m'a peut-être insufflé de manière éducative, et on y va. Et en fait, j'ai pris la décision très très vite, et je ne voulais pas faire d'école, je ne voulais pas passer mon diplôme, je ne voulais pas attendre. En fait, j'ai compris que quand cette petite voix m'a dit c'est maintenant, c'était maintenant. En fait, on m'a convoquée fin octobre 2013 et j'ai été immatriculée en décembre. Ah oui, incroyable, ouais. Et alors, d'où ça te vient cette passion pour la cuisine? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors là encore, de manière pas du tout classique, ce n'est ni ma grand-mère ni ma mère, c'est mon papa qui m'a donné envie de cuisiner. Quelqu'un de très raffiné, de très fin, qui m'a emmené dans des beaux restaurants, qui me faisait flâner sur les étals de marché, des produits d'épicerie fine. Et en fait, je me suis fait un palais au fur et à mesure. Et surtout, ce que j'ai réussi à me construire au fur et à mesure, c'est cette envie de créer, de créativité. C'est-à-dire d'avoir un point de départ, une recette, mais après de changer, de varier les herbes, les aliments, les fruits, les épices, les vinaigrettes. Voilà. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Mais c'est lui qui m'a, je pense, là encore, donné le souffle de la gastronomie. Donc moi, je cuisinais beaucoup, comme tout le monde, pour ceux qui aiment cuisiner le week-end, pour ma famille, pour mes amis, quand je recevais mon menu de Noël. D'ailleurs, à l'école, ils me taquinaient souvent parce qu'ils me disaient « Oh, on est qu'en octobre et t'as toujours pas choisi ton menu de Noël ?» Voilà, parce que je passe très, très en avance tout le temps. Et voilà, et j'ai eu envie finalement de mettre cette passion, en tout cas cet élan, au service des autres pour qui j'allais cuisiner. Et j'ai toujours voulu faire, en fait, peut-être que j'anticipe une question, mais jamais voulu être en restaurant. Oui, c'est ce que j'allais te demander justement. Comment tu as eu l'idée de te dire, donc parce que toi, tu es chef à domicile, je trouve que c'est hyper en avance sur son temps, il y a 10 ans, parce qu'on commence tout juste à en entendre parler, ça commence un peu surtout en France, ça commence à un peu plus, je dirais, se démocratiser, mais il y a 10 ans, ça n'avait rien à voir. Comment tu as eu l'idée? Écoute, j'ai envie de te dire de manière assez métaphysique que c'est peut-être là aussi quelque chose, quelqu'un, enfin, je suis pas croyante, mais quelqu'un qui m'a dit c'est maintenant, c'est là, c'est quelque chose peut-être de novateur, en avance. Mais en fait, moi, j'ai enseigné pour être au service des enfants. Ça a toujours été ce cas-là.
Donc, j'ai toujours eu un rapport à l'autre assez fusionnel, de vouloir rendre service, d'être très généreuse, de donner de mon temps, de mon engagement, de ma passion, de mes efforts. Et je me suis dit, j'adore cuisiner. Bien sûr, quand on est en restaurant, on cuisine pour les autres, mais je voulais être au contact, en fait. Je voulais être dans l'intimité des gens. Je voulais avoir un vrai lien proche et fécond avec ceux qui allaient me voir cuisiner ou qui allaient goûter ma cuisine. Donc, tout de suite, je me suis dit, parce qu'en fait, je donnais beaucoup de cours à domicile quand j'étais prof, à côté. Et du coup, j'aimais beaucoup ce côté à domicile, en fait, d'enseigner à domicile, tu vois. Alors, pour tout te dire, c'est la première fois que je fais ce lien-là. Et en général, les invités disent qu'ils se livrent beaucoup dans le podcast. Il y a tout un côté introspectif. Exactement. Et en fait, j'ai enseigné longtemps à domicile parallèlement à enseigner en classe. Et j'aimais bien ce côté intime, ce côté très cocon, ce côté être avec l'autre, pour l'autre. Et je me suis dit, cuisiner, je vais faire la même chose. Cuisiner pour l'autre, chez l'autre, avec l'autre. Donc, c'est pour ça que j'avais à la fois les ateliers, j'ai à la fois les ateliers de cuisine, cuisiner avec les gens, et puis le chef ad hoc pour cuisiner pour les gens, au service des gens, même si j'aime pas dire trop ça parce que ça peut être vu de manière négative, alors que pas du tout. En fait, j'ai la chance, quand je suis chez les gens, de faire vraiment partie de la famille. Et tu penses que peut-être t'en avais un petit peu marre d'avoir des relations avec des enfants, tu voulais plutôt passer dans le monde adulte? Peut-être, oui aussi. Je pense que moi, je suis éminemment curieuse, que j'ai pu me nourrir intellectuellement de plein de choses, mais que j'avais besoin peut-être de rehausser le niveau, entre guillemets, de ma création, de mon émancipation à la fois intellectuelle, et puis de basculer aussi dans le côté artisanal, parce que ça me manquait. C'est-à-dire, on a tendance à opposer souvent le côté manuel et le côté intellectuel. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de clairement associer les deux de manière très, très équilibrée. Et je pense que c'est pour ça que je me sens si complète et accomplie. Comment ça s'est passé alors un petit peu les réactions peut-être de tes anciens collègues, de ta famille quand tu as décidé ça? Alors, mes collègues m'ont dit gentiment, fonce, c'est une belle aventure qui s'ouvre à toi. Certains m'ont dit, tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas fait d'école. Et puis après, j'ai eu forcément mes parents qui étaient flippés, parce qu'à cette époque-là, j'avais une petite fille de 4 ans et forcément, on imagine qu'elle va pas manger le soir parce qu'elle aura pas de nourriture, parce que maman, elle aura travaillé, mais qu'elle aura pas eu de clients. Ouais. J'ai pas été hyper soutenue. J'ai été soutenue par mon mari qui m'a suivie. Mais après, c'est vrai que, et là encore aujourd'hui, 10 ans après, pour mes parents, c'est un petit peu compliqué. Et ils l'ont toujours pas accepté. Ils sont toujours dans la peur. Et puis, tu sais, je pense que c'est vraiment deux mentalités différentes, le salariat et l'entrepreneuriat. J'aime pas forcément opposer, mais il faut quand même se rendre compte que c'est deux mindsets qui ont tendance à être très antagonistes. C'est-à-dire que on ne vit pas de la même manière, on n'a pas le même rythme, l'ambition est différente. Et moi, je suis la première à désacraliser ce concept d'ambition, parce que l'ambition, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose au contraire de moteur. Et moi, je suis clairement assumée, ambitieuse. Voilà, j'ai envie d'être ambitieuse. Et ça peut être vu de manière négative. On ne compte pas nos heures. Ma fille a 14 ans aujourd'hui, je la vois nettement moins que quand j'étais forcément prof, parce que là, j'ai plus de week-end, j'ai plus de vacances. Voilà, c'est travailler souvent, beaucoup. Après, voilà, moi, j'ai 42 ans, donc j'arrive à me défaire du jugement de mes parents. Heureusement. Mais c'est vrai que en reparlant, j'avais ce truc. Bon, moi, j'étais avocate, donc c'est libéral, mais finalement, c'était comme un métier de salarié puisque je travaillais que pour le cabinet. Je manquais un petit peu de récompense. En fait, quand je faisais quelque chose de bien, j'avais envie d'avoir tout de suite les fruits de mon travail et j'avais du mal à attendre le côté évaluation annuelle où tu vas pouvoir avoir ton augmentation. J'avais besoin de mesurer quand je faisais bien et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'entrepreneuriat parce que quand tu fais quelque chose de bien, tu vois tout de suite les résultats ou quand tu fais quelque chose de mal, tu le vois aussi. Et j'aimais ce côté récompense en fait, un peu ce que tu dis, un peu avec l'ambition où des fois on peut un peu s'ennuyer dans le salariat parce que en fonction de ce qu'on fait, il se passe pas grand-chose en fait. Alors, en fonction de ce qu'on fait et en fonction de comment on est nous, parce que moi, j'ai des amis autour de moi qui n'ont pas du tout envie de vibrer en permanence comme moi je vibre. Je crois que c'est hyper intéressant aussi de comprendre comment on fonctionne. Et tu parlais tout à l'heure d'introspection. Je crois que c'est un mot qui est hyper important et je pense que c'est une des clés fondamentales du succès de l'entrepreneur. C'est-à-dire d'arriver à se connaître et du coup, après, à développer son potentiel en fonction de ce qui l'anime, de ce qui lui fait peur, parce qu'il y a beaucoup de freins aussi, des verrous qu'il faut faire sauter.
Et moi, ce travail, je le fais en permanence, même si là, ça fait 10 ans et que je me sens assez installée, crédible, légitime. En permanence, on se pose des questions et on a des doutes, oui. Et alors, donc comment ça se passe? Donc ça, c'est fin octobre, donc on te dit, ça va pas se faire. En décembre, tu es immatriculée et puis en mars, tu as ton premier dîner à domicile, hein. Comment ça se passe un peu? Comment ça s'est fait dans ta tête? Parce qu'en plus pas formée, comment tu cuisines en plus chez des personnes? Comment tu t'assures qu'ils ont le matériel? Un petit peu, est-ce que tu veux nous raconter, ton premier dîner, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Alors, en fait, c'était très drôle parce que, sachant que je n'avais pas les diplômes et l'accréditation officielle, je me suis dit que ça allait être difficile pour moi d'aller taper chez les gens en disant, voilà, je peux vous faire un truc chouette. Parce que eux sont aussi un peu en réticence par rapport à tout ça. Et en fait, j'ai contacté une agence de référencement de chefs à domicile qui venait de se créer peu de temps avant moi, qui s'appelait La Belle Assiette et qui en fait était une plateforme qui mettait en lien à la fois les clients qui cherchaient quelqu'un pour organiser le dîner et les chefs qui cherchaient des clients pour travailler. Donc moi, j'ai travaillé 2 ans avec eux et en fait, ce 25 mars 2014, ça a été mon dîner test chez La Belle Assiette. C'est-à-dire que j'y suis allée et là, je me suis dit, bon, parce que ils m'ont dit, ok, t'as pas de diplôme, mais pas grave, on va voir ce que tu vaux. Donc à la fois en termes de cuisine, de service, de sourire, d'hospitalité, qu'on dit. Donc, en fait, ils étaient 8. Il y avait les 2 fondateurs, il y avait des blogueurs. Et après, il y avait des gens qui étaient assez gastronomes. Et ils m'ont dit, on va te tester, quoi. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Je me souviens, c'était rue de Suffren et c'est très drôle parce que je suis passée il y a pas longtemps et je me suis dit, waouh, je suis passée devant l'immeuble et je suis, il s'est passé 10 ans. Et en fait, ça s'est très bien passé. Donc, je suis rentrée dans cette agence-là. Il y avait trois critères et moi, j'ai eu le critère label premium tout de suite. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai travaillé avec eux. Donc, c'est eux qui me trouvaient les clients. Ils m'envoyaient un mail. Est-ce que tu es dispo tel jour? Il veut tel menu. Voilà. Donc, il y avait moi, une commission, évidemment. Et donc, pendant 2 ans, j'ai évolué. Je me suis autorisée à être chef. Parce que ça prend du temps aussi à se dire, on n'a pas de diplôme, on n'a pas fait Ferrandi, mais on est quand même chef, parce que finalement, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Et au bout de 2 ans, je me suis sentie un petit peu légitime et libre d'aller moi-même chercher mes clients et de créer quelque chose, vraiment, une structure qui aurait été qu'à moi, un vrai bébé qui ne dépendait pas de quelqu'un d'autre. Et comment tu avais choisi de ne pas passer de diplôme? En fait, je voulais tout de suite commencer. Parce que je savais que si je passais des diplômes, de passer le CAP, faire ça, ça prend du temps quand même. C'est quelque chose qui est assez chronophage. Et je me disais, je peux pas à la fois passer le CAP, ne pas gagner d'argent. Alors, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, j'avais quand même le chômage et j'aurais pu avoir le chômage et passer mon CAP. Je sais pas, le ciel en a voulu autrement. Je pense que j'avais envie d'être tout de suite dans le bain. Peut-être que ça m'aurait fait peur, tu vois, au fur et à mesure de voir toutes les étapes, le CAP, de me rendre compte que ça aurait été dur. Là, j'ai voulu être direct dans le bain en me disant, écoute, voilà, sans parachute, en fait. Ça, c'est mon côté un petit peu excessif. Et tu le conseillerais à d'autres personnes qui voudraient se lancer? Tu leur dirais, écoute, t'es pas forcément obligé de faire des études. Bien sûr. Comment tu le vois a posteriori? Alors, je le vois a posteriori de manière très ambivalente parce que je suis quand même une ancienne professeure qui prônait des diplômes. Et quand je fais des conférences pour de l'entrepreneuriat au féminin, quand je leur parle de ça, ils me disent, oui, mais du coup, toi, t'étais prof, tu demandais aux gens de passer le bac, mais en même temps, toi, tu passes pas les diplômes. En fait, je pense que tout évolue. Tout est hyper moderne. Je pense que la priorité, c'est les gens qui s'écoutent. Et je leur dis simplement, évidemment, d'oser, de foncer, de se donner les moyens, de travailler. Parce que je suis pas arrivée du jour au lendemain comme ça. J'ai beaucoup travaillé. Après, j'ai travaillé de mon côté. Je me suis inspirée. J'ai été rencontrer des gens. Et j'ai préféré, en fait, là encore, tu vois, toujours ce rapport à l'autre plutôt que d'être sur un cahier. Voilà. Alors qu'on aurait pu me transmettre, que j'aurais pu avoir des profs de cuisine sûrement très, très bien. Mais je sais pas, ça s'est fait vraiment, vraiment très naturel. Mais j'ai pas hésité une seule seconde. Je crois même pas que je me suis posé la question, en fait. Je me suis même pas dit, est-ce que je pourrais passer? Alors déjà, soyons clairs, l'école Ferrandi, ça coûte quand même une blinde. Et puis, je pense que j'avais pas envie de revenir à l'école. Peut-être par rapport au décalage aussi, j'avais 32 ans, j'avais peut-être pas envie de me dire, je vais être avec des gamins de 20 ans. Et donc, du coup, me ressentir moins légitime. Est-ce que je fais bien? Tu vois, peut-être que ça m'aurait décontenancé et déstabilisé dans mon ambition. T'avais peut-être passé déjà un peu trop de temps à l'école, je pense. Peut-être. Mais c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. Et je remercierai toujours La Belle Assiette qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis après, voilà, ça a été mon job de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont fait confiance, de évidemment travailler et de faire des dîners quali
qui après m'ont permis d'être recommandée à droite à gauche, parce qu'aujourd'hui, ça n'est que ça. Et alors, comment ça se passe un dîner? Donc, si on veut embaucher Virginie à notre domicile, combien de temps avant tu dois arriver? Comment se passent par exemple les courses? Quel matériel il faut? Moi, j'étais assez intriguée du matériel nécessaire. Comment tu t'organises un petit peu? Alors déjà, par rapport au matériel, moi, je prends tout ce qui est sur place, c'est-à-dire tout ce qui est poêle, casserole, saladier, couvert, tout ça, j'utilise ce que vous avez chez vous, parce que si je commence à ramener tout, c'est immensément lourd. Les courses, c'est moi qui me charge de tout. En fait, voilà, si quelqu'un veut me booker, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai un anniversaire organisé, ouais, allez, les 40 ans de ma femme, j'ai envie de recevoir 10 amis, on n'a pas envie d'aller au restaurant, on veut être tranquille chez nous, mais on veut une expérience un petit peu originale et surtout ne rien avoir à cuisiner. Donc, moi, je l'appelle, je détermine avec lui qu'est-ce qu'elle aime manger, qu'est-ce qu'elle n'aime pas manger, s'il y a des réticences. Mais c'est vraiment du sur-mesure parce que je ne suis pas traiteur avec un stock en surgélation ou enfin quelque chose qui a été produit en amont. Moi, c'est du frais, c'est du fait maison en permanence. Et en fait, j'établis un menu sur mesure avec lui. Et par rapport au timing, si le repas commence à 20h, j'arrive en général à 17h. Et puis, j'ai fait certaines choses dans le labo ou chez moi. Et après, je cuisine le vrai, le dur. Là, tu vois, samedi soir, j'ai travaillé. Bon, bah, les Saint-Jacques, je les ai poêlés au dernier moment. J'ai fait ma petite sauce au dernier moment. J'avais préparé ma chantilly, mais j'ai poché ma chantilly au dernier moment. Enfin, et en fait, les gens aiment bien me voir cuisiner. Je me charge du service. Après, ça dépend du nombre qu'on est. Jeudi soir, ils étaient 12. J'avais un maître d'hôtel avec moi. Moi, j'étais en cuisine. On était deux en cuisine. Après, j'essaye, en fonction des budgets aussi, de pouvoir amener une équipe avec moi pour que l'expérience soit la plus inoubliable possible. Alors, quelle est la gamme de prix? Alors bon, j'imagine que c'est un petit peu dur, hein, mais à de déterminer. Mais est-ce que tu peux nous donner une gamme de prix, par exemple? Voilà, autant si on est deux, par exemple, on veut se faire un dîner romantique pour un anniversaire, ou voilà, si on est une dizaine pour plus une fête entre amis. Alors, la gamme de prix, en fait, pour deux personnes, maintenant, je ne me déplace plus à moins de 300 euros. Voilà, donc c'est sûr que tu utilises, ça fait 150 par personne, ce qui peut sembler énorme, mais moi, je suis obligée de, enfin, le temps est accessible, tu vois, donc même s'il y a moins de quantité, même s'il y a moins d'assiette à dresser, je suis mobilisée quand même 3 heures sur place, plus tout en amont, les réflexions, la création. Après, tu as deux formats. Tu as le format vraiment à table, dressage à l'assiette. Donc ça, on est sur 80, 90, voire 100 euros par personne. 3 pièces cocktail, une entrée, un plat, un dessert, avec peut-être une équipe avec moi. Et tu as le format aussi cocktail dînatoire ou déjeunatoire, où là, c'est plus debout, à partager. Format plus traiteur catering, tu vois. Où là, on est à 50 euros par personne. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs pièces différentes qui font qu'après, ça fait un dîner où l'idée, c'est de se rassasier. Donc ça, c'est sans les vins, hein, j'imagine. Ouais. Et tu conseilles aussi pour les vins? Alors, malheureusement, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas sommelière et œnologue, mais j'ai une cave qui est formidable et qui m'oriente sur les accords. J'ai pas mal de gens aussi qui peuvent m'aiguiller là-dessus. Après, honnêtement, j'ai souvent des clients qui s'y connaissent, donc ils savent qu'avec tel ou tel plat. Et là, tu vois, par exemple, samedi prochain, c'est un truc chouette, c'est un client qui me book pour ses 40 ans et il va sortir que des grands crus de 83 et il m'a demandé à ce que je crée le menu en fonction des vins. Trop sympa. Ouais, et ça, je trouve ça chouette. Mais c'est ça qui est génial, c'est que tout est hyper varié en permanence. C'est que j'ai pas, là encore, tu vois, la routine que je pouvais peut-être avoir dans l'enseignement avec les mêmes cours, même si je me renouvelais en permanence. Je faisais pas partie de ces profs qui donnaient les mêmes contrôles pendant 10 ans. Puis, tu t'adaptes aussi aux enfants. Les enfants sont pas les mêmes. Ils ont pas les mêmes, le même rapport de confiance en eux. Les choses évoluent. Moi, j'avais envie de changer les livres, les chapitres. Alors, tu avais des programmes établis, mais t'es quand même assez libre de faire ce que tu veux. Et là, en fait, c'est très varié. Les cuisines sont variées, les clients, c'est varié, les menus sont variés, la saison est variée. Donc, c'est ça qui est hyper chouette et que j'ai pas l'impression de m'ennuyer. Ouais, c'est vrai que c'est assez compétitif les prix. Je me serais attendue à beaucoup plus, puisque finalement, quand on va au restaurant, on est sur bien plus. Après, tu rajoutes les vins. C'est vrai que si tu veux un bon vin, mais honnêtement, c'est vrai que alors, bien sûr, c'est pas à la portée de tout le monde. Si tu fais 10 personnes, tu t'en sors pour 1000 balles. Enfin, tu vois, ou 700 ou 800. Donc, c'est quand même une enveloppe. Je le conçois. Mais si tu veux marquer le coup, et puis, moi, parfois, il y a des clients qui font payer, en fait, Leurs invités, ouais. Comme un resto, quoi. exactement, chacun paye. Et du coup, bah, voilà, il prend l'argent, puis bon, après, il me paye. Donc, voilà, faut savoir ce qu'on veut.
Et alors, quels sont ton type de clients un peu? Est-ce que alors c'est des célébrités, des expatriés à Paris, un petit peu, est-ce que tu peux nous dire un peu les dessous? C'est varié ou tu as un type de client? Pas de célébrité. Tu pas les Alors, acteurs français? même si on m'a, là pour la petite anecdote, pour Halloween, Jérém Star, le grand influenceur Jérém Star, m'a contacté parce qu'il voulait un truc avec moi et en fait c'était trop cher donc il n'a pas accepté. Ah! Non mais c'est clairement pas ma cible. Moi ma cible c'est bon évidemment CSP+, des gens qui aiment cuisiner, des gens qui aiment la culture gastronomique, des gens curieux. Voilà, moi j'aime bien travailler pour des gens curieux qui souvent me laissent carte blanche. En fait, ils me donnent, tu vois, ils me disent voilà, on est plus viande, plus poisson, on a une tendance végétarienne, on aime bien l'exotique, on aime bien les voyages. Je demande souvent d'ailleurs quel type de voyage ils ont fait qui les a marqués parce que j'essaye de m'adapter, tu vois, en fonction de ça quand je crée. Mais c'est des gens qui aiment recevoir, c'est des gens qui aiment partager. Donc c'est pas tant le porte-monnaie, c'est aussi des personnalités, tu vois, des individualités que je rencontre et qui, quand je me retrouve en cuisine chez eux, voilà, j'ai toujours le petit verre de vin, la petite coupe de champagne, je viens présenter, ils me mettent en avant. Enfin, c'est un vrai échange. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand je dis je suis au service d'eux, c'est pas l'idée de, entre guillemets, la boniche avec la cloche, tu vois. Ah ben, Virginie, tu peux. Ça n'a jamais été ça en 10 ans. C'est plus, comme moi, j'établis un vrai rapport avec eux au début. Il y a une confiance qui s'instaure parce qu'ils me font rentrer chez eux quand même. Je suis une étrangère et ils me font rentrer chez eux. J'ai même des clients qui me laissent la maison quand ils partent en cérémonie, s'ils se marient, baptême, tu vois, ils partent en cérémonie. Moi, j'arrive avant, ils me laissent la maison pendant 3 heures, quoi. En plus, la cuisine, c'est assez intimiste, hein. Je sais que, par exemple, tu vois, pour l'anecdote, ma mère, elle voulait jamais que d'autres personnes ne viennent dans sa cuisine, tu vois? Il y avait un truc très, C'est ma possession, ça m'appartient, en fait, c'est mon entre. Et donc, je sais que c'est compliqué pour certaines personnes de me laisser les clés de la cuisine, mais finalement, ils apprécient bien parce qu'ils restent à table avec leurs convives. Ils ne pensent à rien, ils n'ont pas besoin de se lever pour aller vérifier le four, la plaque de cuisson, la vaisselle. Enfin, tout est millimétré, tout est orchestré. Et c'est vrai que quand je vais chez eux, je suis attendue, en fait. Tu vois, je suis vraiment attendue et je fais vraiment partie de la famille. Là, tu vois, samedi soir, pendant que je faisais mes Saint-Jacques, la petite gamine, elle avait 6 ans, elle est venue avec moi et elle m'a dit, ah, j'étais en train d'enlever mon thym, tu sais, je mettais mes branches de thym et elle m'a dit, ah, tu peux me mettre de côté, c'est elle qui a mis les branches de thym sur l'assiette, elle a apporté la dernière assiette, tout le monde l'a applaudi, voilà, je dis, ah, bah, c'est mon sous-chef, voilà, du coup, j'ai rigolé avec eux et la petite, elle voulait pas me laisser partir, quoi. Donc, je leur fais respirer les épices, les herbes et ça crée vraiment un vrai échange. Je ne suis pas juste cachée dans ma cuisine à sortir avec mon assiette. J'essaye de créer une expérience, une atmosphère, un univers. Oui, parce que tu fais aussi des ateliers culinaires. Alors, d'ailleurs, tu parles d'événementiel culinaire, hein, je trouvais que c'était assez intéressant comme mot. Donc tu fais des ateliers culinaires, donc c'est en fait, on va faire un cours avec toi et après on va le déguster? Comment ça se passe? Exactement. Alors, il peut y avoir 2 principes, c'est-à-dire, donc moi j'arrive par exemple à 17h, je cuisine avec toi pendant 3 heures. Donc soit moi je pars à 20h et du coup tout est dans le four, en assiette, au frigo, etc. Tout est sous contrôle et toi t'as plus qu'à réchauffer et après à manger. Soit je reste même après pour faire le service, mais en tout cas tu auras tout préparé avec moi. Donc ça c'est vrai que c'est chouette parce que bah, c'est vraiment un moment de connexion où là tu peux me poser plein de questions et puis on co-construit en fait le repas ensemble et les gens aiment bien. Donc ça c'est le côté particulier. Puis après j'ai le côté un petit peu plus entreprise où je fais aussi ce qu'on appelle les team building, team cooking, tu vois, donc un challenge culinaire pour des entreprises avec des équipes qui veulent un peu se challenger ou un manager qui veut repérer les différentes personnalités en mode un peu compétiteur, créatif, ceux qui sortent de la zone de confort, ceux qui veulent prendre le lead. En fait, le lien entre chef et manager, ou en tout cas élément moteur d'une équipe, il peut y avoir beaucoup d'analogies et ça plaît aux gens. Donc voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de faire avec, de faire devant, d'impulser. Ça, les gens aiment beaucoup. Et moi, c'est ma première vie qui parle dans ces cas. Et comment ça se répartit alors? T'as autant de particuliers que d'entreprises? J'ai beaucoup plus de particuliers que d'entreprises. J'ai 90-10, carrément. Ah ouais. Et c'est des clients réguliers ou c'est vraiment un plus? J'ai des clients très, très fidèles. Le plus fidèle, 12 fois en 10 ans. Donc, c'est pas mal quand même. Fabrice, s'il me regarde.
Et après, j'ai une régularité. Là, tu vois, samedi midi, j'ai fait le mariage d'un client et il m'avait booké une première fois pour un dîner entre amis parce qu'il voulait tester. Il m'avait vu sur les réseaux. Il m'a dit, c'est quelque chose qui peut être sympa. Et du coup, il a adoré. Et là, il m'a booké pour son mariage. C'était petit format, hein, c'était 25 personnes, cocktail déjeunatoire, mais il était super content. Les entreprises, en fait, c'est différent. Hormis le côté challenge culinaire qui, moi, me plaît beaucoup, les cocktails d'entreprise, c'est pas la même mentalité, en fait. Tu vois, moi, j'ai une cliente, par exemple, qui s'appelle Virginie aussi. Elle est avocate. Elle m'a booké pour 2-3 événements chez elle, donc vraiment particulier. Puis comme elle a aimé ce que j'ai fait, elle m'a booké pour son cabinet, pour des événements, tu vois, Noël, machin. C'est pas du tout la même ambiance. Et les gens ont tendance plus à manger, tu vois, c'est bon, bah, il y a la coupe de champagne, ils papotent, ils prennent. Et là, pour le coup, je me sens plus robot et non reconnu, tu vois. T'es plus dans l'ombre. Voilà, je suis plus dans l'ombre, je suis plus celle, voilà, qui a fait les petites pièces. D'ailleurs, souvent, on me dit, ah, c'est vous qui avez fait, ou alors vous travaillez pour qui? Voilà, bon, ok. Mais je passe ce même lien qui me nourrit, en fait. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un dialogue avec la personne pour laquelle je cuisine. Ça peut être très frustrant. Donc, du coup, ouais, on est sur 90-10. Non, c'est vrai que je suis assez surprise, je dois dire, parce que j'imaginais pas qu'il y avait autant de clients pour ce type de prestations. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même des prestations qui sont assez élevées. Bon, voilà, moi, j'ai jamais encore vécu de dîner à domicile chez des amis ou autres. Donc, c'est vrai, c'est assez surprenant de se dire qu'il y a quand même assez de clients pour ça. Et tu trouves que ça se développe de plus en plus, un peu comment tu le vois depuis 10 ans, toi? Alors, c'est vrai que ça s'est développé beaucoup après le Covid. Moi, il y en a encore certains qui me disent, oui, bon, on est mieux à la maison. Alors, on n'est plus sur la peur d'être contaminé quand on va au resto, c'est pas ça, mais de retrouver ce côté chaleur, d'être chez soi. Mais mes clients sont très peu chez eux, en fait, parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils voient peut-être peu leur famille, tu vois, donc ils se disent, bah, c'est le moment de fédérer, d'être ensemble avec un bon repas et surtout ne penser à rien. En fait, Virginie se fait de tout, et moi, je pense à rien. Donc il y a ça. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients aussi avec des enfants. Je n'ai pas envie d'aller au restaurant avec des petits enfants parce que c'est la galère. Ouais, c'est vrai. Bah oui, voilà, on les aime, mais ça peut être galère. Et après, je pense que j'ai aussi des clients qui sont peut-être entre guillemets lassés du restaurant parce qu'ils en ont fait beaucoup. Moi, j'ai quand même des clients qui ont fait beaucoup aussi d'étoilés, tu vois, ou en tout cas des belles tables, qui se disent bah, alors c'est terrible, hein, mais on est un peu blasé, donc autant faire quelque chose différemment pour avoir une autre expérience, toujours autour de la gastronomie et de l'art de vivre, mais autrement. Et je pense et c'est pour ça que je disais que le point commun de tous mes clients, c'est vraiment qu'ils sont curieux. Ils se disent, ah tiens, voilà, qu'est-ce que ça peut donner? Et puis du coup, forcément, ils voient que ma cuisine, elle est aussi différente, un peu disruptive par rapport au menu plus classique, aussi excellent soit-il et aussi technique soit-il. J'ai une cuisine un petit peu originale. Donc ils ont, voilà, tu vois, donc tout cumulé, ils se disent, bon bah voilà, on va octroyer une enveloppe à ça. Et tu as remarqué un profil particulier en termes de carrière, par exemple, parce que tu as beaucoup d'avocats, tu as remarqué un petit peu leur profession? Quand j'essaie de voir vite fait. Bon, alors évidemment, beaucoup de patrons, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de dirigeants, après beaucoup d'avocats, beaucoup de coachs. Ah ouais. Ouais, c'est drôle. Alors c'est une question. Bravo Claire Miros, parce que c'est une question qu'on m'a jamais posée. Après, ouais, c'est plutôt des chefs d'entreprise, qui ont 10, 15, 20 salariés et qui ont envie de se faire plaisir. Je reconnais que c'est un budget, mais tu vois. Je le dis souvent parce que je suis assez fière aussi d'être comme ça. Ça m'arrive d'avoir des gens qui viennent me voir parce que bah ils aiment ma personnalité, ils ont envie de tester le truc et je suis carrément prête à faire un geste. Moi, j'ai des couples qui m'ont dit je voudrais offrir ça à ma femme pour l'anniversaire de mariage. Je leur dis écoutez, voilà, il y a pas de souci, vous payez que mes courses comme ça moi au moins je perds rien et du coup je leur offre un petit peu cette expérience-là et souvent d'ailleurs ils me disent bah vous prenez pour 3 parce que vous dînez avec nous. Oh, trop Ah sympa. non, mais c'est trop de love, je te promets. C'est très chouette. Et du coup, voilà, il y a plein de choses, moi, sur lesquelles je suis capable de transiger. Et en fait, ce gagnant-gagnant est hyper... Tu t'adaptes. voilà. Alors après, j'ai la chance aussi d'avoir un business qui tourne bien. Donc, je suis capable, tu vois, de faire de temps en temps des petites exceptions. En disant, OK, là, je marche pas, je prends pas, etc. ça en compte.
Mais voilà, oui, je suis capable de faire un geste sans aucun problème. Et alors, pour la petite anecdote, est-ce que ça t'est déjà arrivé de cuisiner chez quelqu'un et en fait, la personne cache que c'est toi qui as cuisiné, tu vois? Fait semblant? Alors, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que quand je fais un atelier, tu vois, ça peut m'arriver de partir et une fois la personne m'a dit ah bah je dirais que c'est moi qui ai tout fait. Et elle dit publiez pas sur les réseaux que vous étiez chez moi, voilà. Donc c'était drôle. Mais de manière générale, non. Non, ça t'est pas arrivé. C'est drôle de poser la question. Et alors, aujourd'hui, tu travailles avec une équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es organisée, comment ça se passe pour toi? Parce que c'est vrai que tu as plusieurs activités aussi. Tu as un podcast. Alors, est-ce que tu peux nous présenter peut-être toutes tes activités et puis ton équipe? Ouais. Alors moi, je travaille avec mon mari, Guillaume, qui est beaucoup en back-office. Donc pendant que là, je suis en train de te parler, il est en train de gérer les courses pour demain soir, parce que demain soir, on a une grosse prestation pour 80 personnes, un dîner de Noël pour un gros club d'affaires d'entrepreneurs. Ensuite, je travaille avec une chef avec moi qui s'appelle Éléonore, qui vient souvent avec moi en prestation, parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour m'aider à couper, à cuire, à gérer le service. Et si vraiment j'ai un petit peu plus de budget, là, j'ai un maître d'hôtel. Enfin, j'en ai 3 qui tournent dans mon staff que je choisis. Je veux parler de ma photographe qui est à côté de moi et qui est formidable et qui, quand elle peut et quand je peux la payer, m'accompagne sur les prestations également. J'ai ma consultante en communication, Laura, qui vient, enfin, qui me suit beaucoup aussi sur les réseaux et qui m'accompagne dans ma création digitale. Et effectivement, depuis peu, j'ai un podcast depuis 1 an et demi. J'ai voulu investir dans un studio que je loue grosso modo 2 fois par mois pour recevoir des gens de la food. Donc, tu vois, ce matin, j'en ai enregistré un pour te donner grosso modo les invités. Ce matin, j'avais la co-créatrice de la Meringuet, qui est spécialisée dans les pavlovas à Paris, qui a 4 boutiques. J'avais le propriétaire de l'ambassade d'Auvergne, qui est un restaurant spécialisé pour les produits auvergnats. J'avais une consultante en communication culinaire qui a créé son agence pour les chefs. Et enfin, Pascal Wix. Et c'est une grande blogueuse qui a écrit 5-6 livres et qui a 75 000 followers sur Instagram. Voilà. Donc, tu vois, c'est très varié. Voilà, c'est hyper varié. J'ai beaucoup de viticulteurs, j'ai des artisans et j'ai très peu de chefs, en fait. J'invite très peu de chefs. Et c'est des moments vraiment de partage, de cohésion autour d'une passion commune, sans tricher, en fait. Donc, tu dis qu'aujourd'hui, ça marche super bien. Est-ce que tu aurais des conseils un peu pour quand on vient de se lancer, tu vois, parce que bon, voilà, tu dis que ça a été beaucoup le bouche à oreille. Bon, le problème du bouche à oreille, c'est que ça met un petit peu de temps avant de se faire. Donc voilà, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui viennent de se lancer, comment trouver ses premiers clients et puis comment faire en sorte peut-être qu'on ait un bouche à oreille qui fonctionne rapidement? Alors, déjà, je pense qu'on ne peut pas ne pas passer par la case réseaux sociaux. Ce que moi, j'avais pas il y a 10 ans. C'est vrai que tu es suivi par plus de 30 000 abonnés sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ouais. En fait, sur LinkedIn, j'ai tout créé de A à Z, en fait, parce que je me connaissais. Enfin, moi, je connaissais rien de tout ça. Hein. Moi, je débute. Je suis arrivée dans la gastronomie. J'avais pas un papa ou une maman restauratrice. Je connaissais rien de ce métier. Je connaissais rien de l'entrepreneuriat. Je connaissais rien des réseaux. Je veux dire, j'avais une pauvre page Facebook où je mettais 3 assiettes de temps en temps. Voilà. Donc, en fait, il faut être d'une curiosité aiguisée. Je pense que c'est ça la clé du succès. C'est-à-dire d'aller, alors, au-delà du fait qu'il faut être courageux, faire, voilà, des heures et avoir l'effort et voilà, de pas être paresseux, hein, feignant. Mais, je pense que c'est déjà de s'entourer aussi. Moi, j'ai fait beaucoup de choses très longtemps seule. Et là, je me rends compte que d'avoir une équipe avec des gens qui maîtrisent leur pôle, alors, bien sûr que c'est aussi lié au fait que je peux les payer. Mais après, on peut trouver aussi des gens qui débutent et qui sont prêts à faire le côté gagnant-gagnant pour avoir la visibilité. Et puis voilà, je pense qu'il faut pas rester dans son coin. Il faut être capable d'aller demander des conseils. Là, honnêtement, aujourd'hui, pour les créateurs d'entreprises, il y a quand même beaucoup de choses. Je ne parle même pas du côté financier où il y a quand même beaucoup d'incubateurs, beaucoup de gens qui peuvent aider financièrement. Il y a des mécènes, il y a des gens qui prodiguent des conseils, il y a beaucoup de clubs d'affaires qui peuvent vous aider à vous développer, les réseaux qui sont quand même une mine pour aller chercher les éléments. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Donc, le bouche à oreille, il fonctionne, mais il fonctionne sur quoi? Il fonctionne sur ta compétence déjà. C'est-à-dire qu'on ne va pas te recommander si tu es nul. Si on te recommande, c'est que tu as fait le job. Donc, ça, c'est une chose. Et après, voilà, c'est les réseaux. Donc, déjà, travailler sa communication, réfléchir à ce qu'on veut, être capable de transmettre ses valeurs. Moi, c'est vrai que sur LinkedIn, je travaille beaucoup ma com. Je la
travaille, je le dis, entre 2 à 3 heures par jour, en fait. C'est énorme, c'est énorme. Là, tu vois, ce matin, je suis réveillée depuis 5 heures, de 5 à 7, avant de lever ma gamine. J'ai travaillé mes postes en programmation. Ensuite, je suis sortie du podcast, j'ai travaillé mon poste de podcast, de programmation de podcast. Ensuite, voilà, là, je suis arrivée, j'ai fait 2-3 trucs pour LinkedIn. Voilà, donc ça, déjà, ça me prend énormément de temps. Et c'est vrai que je fais souvent des conférences parce que comme je communique bien, on me dit, oui, comment ça se fait? En fait, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et pour arriver à bien communiquer, il faut arriver à bien se connaître. Donc, on revient sur l'introspection. Et donc, les gens qui veulent se lancer, de dire juste, oh ben j'aime ça, je vais me lancer, ça va marcher. Là, tu vois, moi, par exemple, je suis bénévole dans une asso qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, que j'adore, et qui fait en fait venir des entrepreneurs dans les écoles. Donc, pour moi, c'est voilà, me retrouver devant un tableau. C'est des gamins qui sont en seconde, première, terminale. Et quand j'arrive, la première question que je pose, c'est pourquoi vous voulez être entrepreneur? Pourquoi vous voulez vous lancer peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans? Parce qu'on veut gagner de l'argent et on veut être libre. Donc, je restructure un peu le truc en leur disant, vous n'allez pas gagner de l'argent tout de suite. Et puis, être libre, tout est relatif. Parce que bon, être libre de dire non à des clients, c'est compliqué. Donc, c'est aussi un travail d'éducation, un travail de discipline. Voilà, c'est ça aussi le mot que je voulais dire. La discipline. Si j'ai ce succès-là aujourd'hui, c'est parce que je travaille beaucoup et que parfois je me dis, ok, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse ça à l'instant T parce qu'on m'attend, de me mettre aussi une pression. Alors, c'est peut-être trop parfois. Il faut être perfectionniste, il faut être rigoureux. Il faut avoir une routine entrepreneuriale pour se dire, ok, voilà, c'est comme ça. Et je vois bien aujourd'hui, 10 ans après, là, tu vois, j'ai fêté mon anniversaire le 25 mars, parce que c'est mon premier dîner qui fait l'anniversaire et non pas l'immatriculation. Et en fait, le bilan que je tire, c'est ça, c'est que je n'ai jamais lâché, et que je suis une acharnée de boulot, parce qu'il n'y a pas de surprise. Et tous les gens qui ont les mêmes trajectoires, comme un peu à l'instar d'un sportif, faut garder la cadence. C'est pas tous les jours facile. Si tu veux qu'on parle aussi du négatif, on peut en parler pour dire aux gens que rien n'est simple. Mais voilà, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Mais c'est pour ça que cette perspective-là, c'est vraiment d'arriver à se comprendre. Et aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est développement personnel, tous les webinaires. Moi, j'avais pas ça quand je me suis lancée. Et je me dis, c'est une richesse prolifique pour ceux qui veulent se développer, parce qu'on sait qu'il y a des pourcentages où les gens veulent de plus en plus créer, être autonome. Mais t'en as plein qui se vautrent. Et pourquoi ils se vautrent? C'est pas parce qu'ils sont pas compétents, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est juste parce qu'ils savent pas s'entourer, qu'ils savent pas aller prendre les informations qui sont là à leur disposition. Tout est là. Alors après, voilà, il y a aussi des freins, il y a la peur de l'argent, il y a la famille, j'entends tout ça. Mais je sais pas si tu connais Anthony Bourbon. Moi, j'adore ce mec et il a écrit il y a pas longtemps, il a fait une vidéo sur Instagram en disant, mais à un moment, on regarde pas autour. Oui, on est bulldozer. Oui, effectivement, on a nos enfants, on a notre famille, on a ça, mais si on veut y aller, on veut y aller. Donc, ça peut paraître un petit peu rude, mais l'entrepreneuriat qui réussit, de développer un business qui réussit, c'est rude. Moi, on me dit souvent, t'as de la chance. Non, j'ai pas de chance. Moi aussi, je déteste qu'on me dise ça. Je dis toujours, je m'énerve, je me dis, mais non, c'est pas de la chance, c'est du travail, ouais. Et alors, d'où tu penses que ton ambition, parce que ça s'entend, ton ambition, ta volonté de réussir, ça vient d'où, tu penses? Tu penses que t'as quelque chose à prouver? Ah oui, sûrement. Sûrement, je pense que après, ce côté revanche sur la vie, peut-être, ce côté... Ouais, après, moi, c'est mon parcours personnel qui est compliqué aussi. Montrer que toi aussi, tu peux être entrepreneur. Bien sûr, montrer que je vaux quelque chose. D'avoir confiance en moi. En fait, je pense que je me suis lancée aussi peut-être pour me prouver plein de choses à moi-même et aux autres. Ça aussi, je l'avais jamais dit. Ça fait 3 choses, Claire Rose. Je t'enverrai un chèque de psychanalyse. Je donnerai ton adresse. Autre question. Donc aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu as lancé ton business, donc qui marche super bien. Tu as ton podcast, voilà, tout ce dont on a parlé. Quel serait ton plus grand rêve professionnel? Voilà, si tu as encore des rêves, bien sûr. Quels sont-ils? Alors j'en ai 2. Le premier, c'est d'ouvrir mon académie de cuisine. Ah ouais. Voilà, donc je n'ai jamais voulu avoir de restaurant. Voilà, plein de gens m'ont dit, quand est-ce que tu ouvres ton restaurant? Je ne veux pas ouvrir de restaurant, définitivement. Ceux qui m'écoutent, je ne veux pas. Me retrouver enfermée dans une cuisine sans voir les clients, je ne veux pas. Par contre, évidemment, d'avoir un lieu à moi, qui serait, moi, mon univers de A à Z. D'ailleurs, je dis même, ce n'est pas une académie de cuisine, je veux créer une académie de créativité culinaire. Parce que je ne veux pas leur enseigner...
comment on lève un filet de sol, parce que je ne sais pas lever un filet de sol, je l'ai pas appris. Par contre, je veux qu'ils apprennent à déstructurer des recettes, à s'inspirer autour d'un produit, d'un monoproduit, tu vois, autour du potimarron. Bah oui, tu peux faire un dessert avec du potimarron. Oui, tu peux faire un dessert avec de l'avocat. Voilà, tu vois, c'est de déconstruire en fait les préjugés autour de la cuisine. Donc ça, ce serait mon rêve. J'aimerais me lancer peut-être dans 2-3 ans, parce que j'ai un réseau aussi qui peut me suivre. L'académie de cuisine, je suis sûre que je l'aurai, sans prétention, hein, mais je veux dire, voilà, je ferai tout pour l'avoir. Après, le deuxième, qui est un vrai challenge, ce serait de passer le concours des meilleurs ouvriers de France. Voilà, qui est en fait les MOF, c'est l'excellence par excellence, d'avoir le col bleu, blanc, rouge. Après, pour moi, c'est un vrai challenge parce que je vais sauter de la case à je n'ai pas fait d'école à aller dans le truc le plus difficile. Donc là, ce serait vraiment de prioriser, de tout arrêter. Je pourrais pas travailler. Ce serait de me consacrer à ça pendant un an et demi. Donc c'est pour ça que ça c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, donc ça déjà c'est les deux plus gros projets, c'est pas mal. Et alors, je sais pas, mais est-ce que tu as déjà écrit un livre, un peu de recettes ou pas encore? Oui. Alors, du coup, on va arriver sur le troisième projet. Voilà, ce que je trouvais bizarre que tu parlais pas de livre. Alors, si, j'en ai écrit un. T'en as déjà écrit un, ok. J'en ai écrit un pendant le confinement, qui était un livre de recettes. Alors, il faudra que tu regardes, ça s'appelle Mes recettes passion et la couverture est toute rose. Donc, je pense que ça va te plaire parce que je te vois sur les réseaux souvent en rose. Voilà. Et en fait, ça, c'était un livre que j'ai fait avec une vraie équipe. Hein. Mon éditrice, c'est l'ancienne éditrice de Lignac. Donc, j'ai fait ça vraiment en bonne et due forme avec une photographe culinaire de renom qui m'a fait un shooting de dingue. J'ai eu la chance de partir en Suède parce que j'ai eu un prix pour ce livre-là. Mais c'était un premier livre, on va dire, un peu pilote, qui tâtonne. Je voulais le faire, mais j'étais pas vraiment structurée. Or là, je suis sur un projet d'un deuxième livre, qui sera un vrai livre avec un photographe. Ah, et donc là, ça serait pour quand 2024? Peut-être pour les 10 ans. Ah, donc c'est une annonce. Là, je me dis, merde tu la sens la pression ou pas? Non, mais parce qu'en fait, avoir un livre, c'est vraiment poser ta vraie identité. Et moi, pour moi, le livre, quand j'ai voulu faire le premier, sachant que j'étais prof de lettres, le livre en lui-même, tu vois, la matière de tourner les pages, pour moi, c'était hyper important. Et ce qui est très drôle, c'est que en cours, quand j'étais prof, je disais que je voulais avoir mon livre de cuisine, alors que je n'étais que prof. Et c'est très drôle. Et là, franchement, je suis hyper émue. J'ai un gamin que j'avais en cours qui m'a écrit il y a 10 jours et qui m'a dit je suis très fière de ce que tu es devenue parce que j'ai une de mes amies qui avait ton livre dans sa cuisine. Et en fait, j'ai compris que finalement, tu l'avais eu dans ta deuxième vie. Ah ouais, incroyable. Et c'est trop beau. Et en fait, tu vois, c'est ça, c'est la boucle. Et là, ce deuxième-là que je voudrais parce que ça fait longtemps que j'y pense et là, voilà, ça s'avère que des rencontres font que ça peut se faire. Mais là, ce serait un plus chiadé, un plus réfléchi, un plus mûr, un plus abouti, un vrai livre de chef. On a hâte en tout cas, et puis je mettrai la référence de ton premier livre pour les auditeurs. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est dur ça. Ouais, c'est pas évident. Ne pas écouter les autres. Ne pas écouter les autres qui sont dans une énergie négative. Voilà, parce que tu peux écouter les autres qui te stimulent, qui te tirent vers le haut. Voilà, et et se faire confiance et avoir confiance en soi. Tu vois, on revient toujours quand même dans cette idée de ne pas avoir peur de ne pas être comme les autres. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis dans un milieu qui est très académique et je suis pas du tout comme eux. Enfin, je veux dire, je suis pas chef de restaurant et on m'a souvent dit t'es pas une vraie chef parce que t'as pas de restaurant. Je suis une femme, je viens pas du tout du milieu de la restauration, j'ai pas du tout, je coche aucune case. Et finalement, j'ai réussi à faire mon petit trou, tu vois. Donc ça veut dire que suivre son instinct. Dans une pub là récemment, j'ai entendu il y a rien ne vous amène plus loin que votre petite voix intérieure. Mais c'est tellement vrai. Oui, souvent on a les réponses au fond de nous en fait, mais on n'ose pas les écouter. Voilà, il faut se laisser les écouter et il faut pas que ce soit pollué en fait par le bruit environnant qui t'empêche de les écouter. Ça c'est pareil, je l'ai jamais dit. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour dépasser un petit peu les jugements de son entourage ou des réflexions? Que faire quand on a ce type un peu de remarques? Ces remarques-là, elles te touchent quand toi-même, tu n'as pas fait encore le travail de savoir ce que tu vaux. Donc moi aujourd'hui, je suis assez fière de dire j'ai tellement travaillé sur moi et ça aussi c'est fatigant, hein, c'est beaucoup d'énergie que j'ai une sorte de carapace
tu vois, de carapace, de bulle, qui fait que bon, ok, j'entends ce qu'on me dit et j'essaye de prendre en compte. Après, c'est d'arriver vraiment à déterminer ce vers quoi tu veux être aligné, ce vers quoi tu veux tendre, de réfléchir vraiment à ton horizon professionnel, de savoir ce qui t'apporte en fait, de savoir ce qui t'apporte, de savoir ce qui te fait vibrer, de savoir ce qui te fait être toi, pour finalement être la meilleure version de toi et pouvoir après développer et exprimer ton potentiel comme tu peux, malgré tous les autres qui vont essayer de te diminuer, quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire, je l'entends bien. Il y a peut-être plein de gens qui sont là, tu vois, paralysés par des peurs, des doutes, avec des gens autour d'eux. Il y a un travail psychologique. Il y a un vrai travail psychologique. Et je pense que l'entrepreneur qui réussit, c'est l'entrepreneur qui a beaucoup bossé sur lui en psychanalyse. J'en ai fait et ça aide. C'est vrai que je pense que notre attitude, en fait, quand on n'a pas forcément confiance aussi, on renvoie l'attitude aux autres qui peuvent se permettre de faire ces remarques. Alors que quand on a confiance en nous et qu'on est sûr de nous, bah, les personnes ne font pas ces remarques, en fait, parce elles osent pas. En fait, tu les autorises d'une certaine manière. Exactement, ouais. Un grand merci Virginie, donc je mettrai tous tes réseaux pour les auditeurs qui voudraient aller voir ce que tu fais ou booker un chef à domicile. Merci à toi Claire Rose, merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.